auditeurs à Kinshasa. 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Présidentielle 2023, duel Katumbi-Fachi, ça sera avec Yves Buya qui sera là. On va essayer d'analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Après Yves Buya, nous aurons certainement Dori Dumbi qui sera là pour aussi analyser cette actualité en République démocratique du Congo. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct, c'est tout de suite. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Ça vient à peine. Denis Kadima tient à la participation de tous les électeurs, ceux qui sont dans les fichiers électoraux, mais ayant perdu leur carte ou disposant des cartes en mauvais état, vont voter sans problème. La CENI a pris des dispositions quant à ce. C'est que les élections auront bel et bien. Yves Buya, il y aura élection. On l'espère bien. Vous l'espérez? Ben ouais, toujours dubitatif? Ben, je suis un tout petit peu dubitatif parce que vous savez, il y a un très sérieux problème de logistique qui s'impose. Donc vous avez vu, pas plus tard qu'hier, on nous a fait comprendre par le gouvernement que le gouvernement congolais avait saisi l'Angola pour que l'Angola, qui est un pays frère de la République démocratique du Congo, puisse nous aider pour les déploiements militaires concernant les déploiements des kits avec sa logistique, qu'on puisse dire, militaire. Et puis après, les heures qui ont suivi, on a vu une lettre aussi de notre ambassadeur au niveau des Nations Unies qui a écrit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que les Nations Unies puissent demander à la MONUSCO ici si elle pouvait bel et bien aider les gouvernements congolais en ce qui concerne les déploiements des kits. Et donc, s'il faut s'en tenir déjà sur le plan logistique, dès la logistique, je pense qu'il y a un très sérieux problème. Il faut se poser des doutes. Alors jusque-là, l'Angola ne veut pas. Donc l'Angola dit que la demande lui a été donnée un peu tard. Elle doit reconditionner, mettre certaines machines. Et là, au niveau des Nations Unies, il faut... Ils attendent d'abord le Conseil de sécurité. Après que Kinshasa ait écrit, soit les autorités congolaises aient écrit, il faut que le Conseil de sécurité puisse se réunir, discuter de la question. Il faut s'y attendre que certains pays peuvent aussi refuser de cette demande formulée par le gouvernement congolais. Et dans l'entretemps, nous sommes sur jour J, moins 5, moins 6, le temps que le Conseil de sécurité se réunisse. Et si les conseils de sécurité acceptés, soit refusés, même intimer l'ordre à la MONUSCO pour que la MONUSCO puisse un peu aider le gouvernement congolais, ça va encore prendre encore 1 ou 2 jours. Donc je ne vois pas si les conseils de sécurité se réunissent d'ici demain, soit après-demain, et que les lundis nous serons un jour J moins 2 pour les élections, je ne vois pas que ça pourra faire. Et puis la demande, vous savez que le kit, la logistique aujourd'hui de la MONUSCO pose problème. Vous avez ici que Kinshasa avait ici mis en place un programme sur les départs de la MONUSCO. Donc ce n'est pas cette MONUSCO qui a sa logistique comme elle devrait en avoir. Une partie était déjà partie, une partie qui est restée. Et la demande de Kinshasa, ce n'est pas que sur quelques provinces, c'est pour l'ensemble de la République démocratique du Congo pour déployer ces kits. Est-ce que nous allons vers l'acceptation de l'offre de Katumbi? Parce que pour le moment, Katumbi a dit qu'il est prêt à mettre à la disposition. Et est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la configuration, le gouvernement peut accepter cette offre-là? Oui, avant de vous répondre, je venais de suivre tout à l'heure là les porte-paroles de la CENI, M. Mouindo Nzangi, que je connais, qui aussi confirme la tenue des élections. Oui. Mais au regard un peu de ce qui se passe sur la demande du gouvernement congolais, il y a des quoi où on peut nous inquiéter déjà sur le déploiement des kits dans les grandes villes, dans les coins et recoins du pays. Donc, si on peut avoir peut-être ces élections d'ici les 20 mercredis, moi je ne pense pas, je suis là-dessus un peu dubitatif
qu'on puisse avoir des élections les mercredis prochains 20 décembre. Quant à la demande des Katoum, moi je pense que c'est une demande très légitime. À l'idée où... Mais c'est un candidat, les gens disent que c'est un candidat. Ben oui, c'est un candidat. Un candidat ne peut pas... Ben oui, un candidat ne peut pas les faire, mais il fallait voir, lire la lettre de la CENI adressée au président de la République, qui est aussi candidat président à sa propre le président a double casquette. Il est président, il est en même temps candidat. Oui, il est président, mais ce n'est pas les présidents qui financent les élections. C'est les gouvernements qui financent les élections. Oui, mais la CENI s'est adressée en tant qu'une institution. Non, la CENI devrait s'adresser au gouvernement qui finance les élections. Parce que Denis Kadima, quand il prend parole en public via ses différentes déclarations sorties médiatiques, il ne vous parle pas du candidat président de la République qui doit financer les élections. La CENI vous parle du gouvernement. La lettre de la CENI devrait être adressée directement au Premier ministre, chef du gouvernement, peut-être avec une copie qui devait être réservée au président de la République. Mais cette lettre ne devait pas être directement destinée au candidat numéro 20, président de la République, M. Tshisekedi, qui est candidat à sa propre succession. C'est la raison pour laquelle vous avez vu M. Katumbi aussi candidat. Quand il a vu, c'était très normal, quand il a vu d'abord que le gouvernement soit en difficulté sur le plan logistique, que le gouvernement soit en difficulté en termes de mobilisation des recettes, lui qui tient à l'organisation dans les délais constitutionnels et ayant lu la lettre de la CENI adressé au candidat Tshisekedi, qui est aussi candidat comme tous les autres candidats, le fait qu'il ait remis en cause son impérium, c'est la raison pour laquelle lui a dit, pour ne pas dépasser les délais du 20 décembre, pour respecter les délais constitutionnels, bien que mes avions ont été bloqués, moi, Katumbi, je suis disposé à mettre à la disposition de la CENI la logistique et les moyens qu'il faut pour que les élections se déroulent. Est-ce que ça, ce n'est pas une diversion pour Katumbi? Est-ce que Katumbi peut avoir 10 hélicoptères pour mettre à la disposition de la CENI? Mais quand il est dit, c'est que c'est quelqu'un de sérieux, de crédible. Vous avez vu comment est-ce qu'il a bâti campagne ici. D'abord, il a demandé, il a fait commande de 9 avions au total, 4 hélicoptères, pour sa mobilité. Ça a été bloqué. Ayant été bloqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a développé l'intelligence pour que sur les plans internes, il a discuté avec les privés à qui il a remis, à qui ils ont discuté pour cette mobilité. Avec des privés? Avec des privés. Avec des privés. Donc il y a eu certains avions qui ont été réquisitionnés par Katumbi? Des avions, je puis dire réquisitionnés parce qu'il a discuté avec certains privés sur sa mobilité et ils ont discuté que sur le plan commercial. Tout candidat pouvait aussi le faire pour sa mobilité, pour aller à la rencontre des Congolais, pour discuter, imposer de sa vision. Mais, vous savez ici, avant le début de la campagne, il y a eu plusieurs déclarations qui ont été faites venant de son parti que ces avions dont il avait passé la commande depuis l'Afrique du Sud n'ont pas reçu l'autorisation de survol. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour être en communion, en discussion pour sa mobilité, pour discuter avec les Congolais de toutes les provinces, de toutes les villes de la République démocratique du Congo, il a mis un programme avec des privés qui l'ont permis de réaliser au fait ce qu'il est en train de faire en termes de mobilité et en termes de mobilisation. Alors, donc, la demande de Katumbi au gouvernement, bien que ça n'a pas été de manière officielle, bien que ça a été fait via un communiqué de son parti politique, c'est une demande, si on est dans un pays sérieux, on veut réellement avoir des élections dans les délais, je pense que ce n'est pas une demande venant d'un diable, soit venant de Satan, c'est une demande venant d'un compatriote soucieux de son pays qui veut avoir des élections de délais constitutionnels et ayant vu que la CENI, ayant écrit à un candidat qui est aussi candidat à sa propre succession, mais ayant été comme institution et comme gouvernement dans l'incapacité d'organiser les élections, c'est pour ça que lui s'est présenté comme sauveur pour que ces élections se déroulent dans les où délais. s'est répartis tous les matériels utilisés en 2018? On a vu, sous Joseph Kabila Kabange, il y avait des matériels, des militaires qui étaient d'ailleurs stationnés devant la CENI, d'autres hélicoptères. Mais pourquoi on ne fait pas usage de ça? Je pense que ça a donnait une très mauvaise image du Congo. À l'idée où en 5 années, on a un gouvernement en place, on a un président de la République en place, et qu'en 5 années, on n'a pas su mettre les moyens adéquats, la logistique importante, pour que en 2023, à la date du 20 décembre, qu'on puisse avoir des élections sérieuses, et puis par après, aller quémander. Ce que nous faisons, c'est ridicule, c'est triste.
populiste, c'est honteux pour une république. Donc, on veut dire qu'on n'a pas d'hélicoptère. Nous sommes en train de quémander, et ici sur le pays, à l'interne, on nous développe un discours selon lequel quand on est de l'étranger et que nous sommes même incapables d'organiser notre propres élections et que nous allons quémander ailleurs. Alors, nous avons ici un slogan sur le canal de l'étranger. On peut aussi continuer dans cette même logique que nous aurons aussi des élections organisées avec la logistique étrangère. Étrangère, oui. Parce que la logique de la logistique étrangère. L'Angola... Alors, on refuse, on développe un discours à l'interne sur la candidature des étrangers. Et nous ici, qui nous disons vrais Congolais, des pères et des mères, nous sommes dans l'incapacité d'organiser des élections. Nous qui avions géré les pays pendant 5 années, nous qui développons, certaines personnes qui développent un discours sur les étrangers, mais nous qui nous disions Congolais, nous sommes dans l'incapacité d'organiser des élections pour des Congolais, mais nous allons quémander auprès des étrangers pour la logistique. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On développe un discours des étrangers ici, et en même temps, on veut nous importer des élections made in étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, pour ta question sur la logistique militaire, on a vu ça en 2018. En 2018, oui. C'est ce qui me dépasse. On a vu comment est-ce qu'en 2018, aussi, il y avait tout un cortège. Sous Corneille Nangaa avait aussi, en son temps, écrit au gouvernement, bien qu'une copie avait été réservée à Kabila, pour dire que pour demander la logistique, un appui militaire pour le déploiement des kits. On a vu toute cette artillerie, je parle de l'artillerie, ce n'est pas en termes d'armement, mais on a vu en termes de véhicules, hélicoptères, avions militaires. Mais ces véhicules, nous avons tous vus ici. Devant la CENI. Devant la CENI. Mais moi, je me demande aujourd'hui, mais où sont partis ces matériels militaires, ces véhicules militaires? C'est quelle image qu'on donne aussi de notre armée, qu'on dit monter en puissance, quand nous-mêmes, Congolais, nous sollicitons un appui auprès du président de la République, bien que cela ne soit pas légal, et que nous-mêmes, notre armée, ne soit pas dans la possibilité de donner ces matériels militaires à la CENI et qu'on doit les quémander à l'extérieur. C'est quelle image d'abord qu'on donne de notre armée? C'est ça le vrai problème. C'est quelle image Jean-David Kilolo? Parce que déjà Bemba il dit que pour lui, il faut qu'il y ait élection. S'il y a report, ça sera un coût pour leur gestion. Et tantôt, vous ne disposez pas, vous ne mettez pas à la disposition de cette CENI des matériels qu'il faut. Moi, ce qui me dépasse, Jean-David Kilolo, c'est l'ambiguïté avec laquelle nos autorités, nos dirigeants traitent cette affaire des élections. Tous vous disent ici, nous avons les moyens. Tous vous disent ici que nous allons aller aux élections. Mais l'organe technique qui est la CENI vous pose des très sérieux problèmes. Si vous suivez tous les discours d'aujourd'hui, des Corneille, des Denis Kadima, bien que Kazadi vous dise nous aurons les élections le 20 décembre, Bemba vous dise, Tshisekedi, président de la République, vous garantisse ces élections, mais vous avez l'organe technique qui est la CENI, qui est aujourd'hui en difficulté d'organisation de ces élections. Alors c'est quel discours qu'on va tenir? Soit c'est un discours populiste pour tenter de gérer l'opinion, et puis par après, qu'on arrive le 20 décembre et dire à l'opinion que nous sommes incapables d'organiser l'élection, trouver une mesure palliative. Vous savez ici, Jean-David Kilolo, en 2018, c'était le même discours que Corneille Nangaa nous avait tenu ici, avec la Kabylie et les kabylistes. Ils avaient tous ces mêmes discours que nous aurons les élections à la date échue. Mais après, quand nous sommes arrivés le jour des élections, M. Corneille Nangaa nous a tenu une déclaration nous disant qu'il avait reporté les élections de 2 semaines. Moi, je pense que nous sommes dans cette logique-là. De 2 semaines, peut-être? Peut-être on peut y aller au-delà. Parce que quand je vois le gouvernement écrire au Conseil de sécurité, vous voyez le gouvernement demander l'appui logistique de l'Angola, et que là, il faut déployer les kits, ça pose encore des très sérieux problèmes. Alors pourquoi le gouvernement ne dit pas la vérité? Parce qu'aujourd'hui, au regard de ces problèmes techniques, vous avez ceux qui nous dirigent en train de vous dire que nous aurons ces élections. Les vrais problèmes, aujourd'hui, il faut dire la vérité au Congo, la CENI fait face à 2 problèmes. C'est les problèmes financiers, les défis financiers et les défis techniques. Ça pose de très sérieux problèmes. Défis techniques, ajoutons aux défis techniques la logistique.
Moi, j'ai fait 4 grandes villes de mon pays. J'ai accompagné les candidats à Moïse Katumbi. Où j'ai été dans ces 4 villes, je vous cite Bukavu, Goma, Kisangani et Kindu. J'ai parlé avec certains services aéroportuaires sur le déploiement des kits. Il vous dit, depuis qu'un cargo d'un service privé a fait les déplacements, a déposé certains kits électoraux dans ces 4 villes, ce n'est plus passé et plus rien. Et plus rien. Donc, il n'y a qu'une seule rotation dans ces 4 villes. Alors, maintenant, il faut déployer les kits dans des territoires, dans des chefs-lieux, dans des recoins. Nous sommes là dans l'incapacité. Donc, moi, j'estime que la CENI veut nous amener dans une élection où ça puisse s'organiser dans des grandes villes. Dans des grandes villes. Je pense que ça sera ça la solution. Parce que on a suivi les déploiements, jusqu'à preuve du contraire, Jean-David Kilolo pose énormément de très sérieux problèmes. Parce qu'on a suivi les communiqués de la MONUSCO disant qu'elle est en train de déployer du matériel de Bukavu vers Bunyakiri. Hein, je ne sais pas, donc là où la MONUSCO exerce certainement ses opérations, mais dans d'autres provinces, c'est encore un retard très avancé. Je vous dis, je ne vois pas Jean-David Kilolo en ayant 4 ou 6 jours, la CENI vous déploie tous les kits électoraux dans tous les territoires du pays. Il faut faire une magie extraordinaire. Il faut avoir une baguette magique. Quand vous parlez avec des techniciens à la matière, ils vous disent que c'est pratiquement impossible. C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que sera la date du 20 décembre s'il n'y a pas élection dans les délais constitutionnels? Prolongation ou pas? Mais on ira par là. On ira par là, Jean-David Kilolo. Maintenant, attendons voir qui sont ces candidats majeurs de la classe politique qui vont prêter les flancs à ces consensus. Bon, si la CENI prolongée de 2 semaines, c'est que ça va donc. Même si la CENI prolongée de 2 semaines, peut-être des 10 jours, jusqu'au le 30 décembre. Ça serait un report. Parce que c'était dit ici qu'on n'aura pas ces élections le 20 décembre. Même si on prolongeait d'une heure, de 10 secondes, d'une seconde, ça serait un report. Son nom, c'est les reports. Donc, Kadima et le gouvernement n'auront pas tenu parole pour organiser les élections le 20 décembre. Ça serait un report. Alors, maintenant, c'est à se demander, est-ce que la classe politique congolaise va-t-elle accepter, je peux parler de la classe politique, je ne mets pas tout le monde dans un même panier, mais j'ai fait référence à une frange de la classe politique, à une faction de la planche politique. J'ai pu faire allusion ici à Moïse Katumbi, à Matata Ponyo, à Sesanga, qui sont aussi des leaders majeurs dans cette compétition électorale et en compagnie Moïse Katumbi et en rallier Moïse Katumbi, vont-ils prêter les flancs à ces jeux d'aller vers un glissement? Parce que nous avons aujourd'hui une bipolarisation de la classe politique concernant ces processus électoraux. Nous avons une frange de la classe politique qui vous disent pas de glissement, allons aux élections, à la date prévue, nous sommes prêts. Cette frange de la classe politique, aujourd'hui, est représentée par Moïse Katumbi, qui vous avait dit ici, malgré la CENI des Nanga, du pouvoir, malgré la Cour constitutionnelle, malgré les fichiers électoraux, malgré les problèmes financiers, malgré les problèmes de la logistique, moi, je veux aller aux élections avec ces mêmes problèmes que le meilleur gagne. C'est ce que Katumbi représente aujourd'hui avec ses alliés, que je venais de citer ici, Sesanga, Matata, Setkikuni, Vwemba et Diongo. Vous avez aussi une autre frange de l'opposition qui se dit toujours l'opposition politique, qui aujourd'hui mène une démarche ambiguë concernant les processus électoraux et qui donne une image d'une opposition qui ne veut pas aller aux élections. J'ai dit ici, je cite, cette frange de l'opposition est incarnée par Martin Fayoulou. Vous avez vu, j'ai fait allusion de la requête qu'ils ont déposée au niveau de la Cour constitutionnelle. C'était écrit Martin Fayoulou et consort avec Théodore Ngoï. Ben, moi je me demande même Fayoulou qui a battu campagne, qui a d'abord affiché une certaine ambiguïté sur les élections, des partis ou de ne pas partis. Et en plus, il y va seul, sans ses lieutenants, sans son parti politique. Et c'est là où je me dis, mais tu y vas. Un lieutenant ne va jamais aux élections. Un général ne va jamais aux élections sans ses lieutenants. Alors, il y va seul. Il conteste les élections. Il y va quand même. En plein milieu de la campagne électorale, vous avez les mêmes Fayoulou qui saisit
La Cour constitutionnelle, c'est une ambiguïté politique. Alors, je me dis ici, quelle est cette frange de l'opposition qui veut réellement les changements au lendemain du 20 décembre? Cette frange de l'opposition est incarnée par Katumbi, par Sesanga, par Diongo, par Matata Ponyo, par Vwemba et par Seth Kikuni. Ce sont eux qui ont dit qu'on va aux élections, nous sommes prêts d'y aller aux élections, nous sommes prêts à affronter Tshisekedi, pas par les armes, par les urnes, et nous sommes prêts, et malgré tout ce que les gouvernements, les régimes, malgré tout ce que les pouvoirs en place ont mis comme mécanisme, peut-être des tricheries, j'ai fait ici allusion à l'organisation du processus électoral, vous avez les fichiers électoraux, vous avez la cartographie qui pose problème, les 70 000 bureaux de vote ne sont pas connus, la logistique pose problème, et ils se disent, nous allons affronter Tshisekedi malgré tous ces mécanismes-là. Alors, dites-nous, qui veut, dans cette frange de l'opposition, qui veut réellement les changements? Et Fayulu, jusque-là, toujours débutatif aussi, hésitant. Il est très débutatif. Je vous ai dit ici que c'est un Fayulu qui a été débutatif déjà concernant ces processus électoraux. Il avait tout remis en cause. Il avait demandé que la Cour constitutionnelle soit réformée des fonds en comble. La CENI, il n'a pas obtenu ça. Il a lui-même dit, si les fichiers électoraux n'étaient pas révisités, il n'ira pas. Mais dans l'entretemps, n'a pas obtenu toutes ces revendications qu'il lui-même a formulées par son parti politique. Aussi, ajouté à cela, ces déclarations politiques, il y est quand même y allé. Il a déposé sa candidature en sacrifiant son propre parti politique. Pourtant, dans son parti politique, il avait 2 candidats qui sont éligibles jusqu'à preuve du contraire. En province, tout comme à Kinshasa. Il y va seul. Il a compétité Fayulu. En plein milieu de la campagne électorale, il bat campagne. J'ai vu comment est-ce qu'il a quand même su mobiliser. Mais cette mobilisation, ce n'est pas une mobilisation qui a été au-delà de Moïse Katumbi. J'ai dit, dans l'opposition, les personnalités politiques qui ont plus mobilisé, il faut citer en première ligne Moïse Katumbi. Fayulu vient en 2e position, ça je suis honnête envers moi-même. Ajoute dans cette mobilisation Denis Mukwege, aussi qui a tenté aussi faire le terrain, mais qui n'a pas marché. Alors, dans toutes ces ambiguïtés, Martin n'y va pas. Après, il y va. En plein milieu de la campagne, c'est le même Martin Fayulu qui était ambigu dès le début. Il saisit la Cour constitutionnelle. C'est là où je me pose comme question ici. Si aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, soit demain, analyse la requête introduite par Martin Fayulu et qu'on sort, disait que cette requête était fondée et recevable, ça serait quoi l'image de Martin Fayulu à l'opinion? Ça serait quoi son image? Que c'est un candidat président de l'opposition qui peut-être a été comme un levier du régime utilisé sans pourtant le confirmer pour solliciter un report des élections. Mais je ne refuse que moi, la Cour constitutionnelle, puisse aussi aller dans ces mêmes sens. Dans ce sens-là. Alors, Katumbi, vous avez parlé de lui. Katumbi, il est là-bas, accueilli comme un prince. On a vu une forte mobilisation. Est-ce que maintenant, c'est une semaine très décisive entre Katumbi ainsi que Tshisekedi au niveau des mobilisations? On a vu hier, Tshisekedi, c'était plein à craquer au niveau de Mbujima et Kananga. Aujourd'hui, Katumbi, c'est plein à craquer au niveau de là-bas. Katumbi, je dis ici, il avait très bien entamé sa campagne électorale par les blocs swahilophones, c'est qu'est l'Est. Ça a été une réussite pour lui. Tshisekedi a débuté sa campagne du côté ouest. D'abord à Kinshasa, et puis il a lancé, proprement dit, sa campagne au niveau du Congo central, où tout a bugué, où tout a balbutié sur lui. Il a connu une vraie résistance, pas en termes d'affrontement avec la population, mais une vraie résistance sur son bilan. On a vu ce que Tshisekedi a fait, partout là il est parti, le peuple lui a rappelé ses réalisations qu'il a promis, toutes ses promesses qu'il n'a jamais réalisées. L'Allemagne de l'Afrique, l'université au standard à Manaka d'Harvard, trouver comment faire nourrir les Congolais, les poules Malébo au niveau de Kinkole, la baisse du dollar, et une promesse encore sur l'organisation de la CAN, qu'on ne peut pas organiser, nous, Congo, même si Tshisekedi obtenait son second bail à la tête du pays, parce qu'il y a des pays qui ont déjà calé pour l'organisation de la CAN. Et ça a posé problème. Katumbi a commencé sa campagne du côté Est,
il te l'a fait l'Ouest. Maintenant, là, il va encore garder cette flamme des mobilisations au niveau du Katanga, qui aujourd'hui, là, il est complètement adulé. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'il commence au niveau de l'Est, où il a fait plein succès. Il vient au niveau de l'Ouest, où je l'ai vu vous parler les Lingala, au niveau de Mbandaka, au niveau de Bandundu, au niveau de Kinshasa. Maintenant, là, il va où il est très fort, au niveau du Grand Katanga. Donc ça signifie quoi? Il va maintenir cette flamme de mobilisation jusqu'à la semaine prochaine, qu'on ait élection ou pas. Il sera en mesure de garder cette flamme sur des mobilisations jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup Yves Bouya. Merci surtout pour ces très belles analyses. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci. Tout de suite, d'autres invités. Je mesure effectivement l'importance du travail que nous faisons. Je mesure aussi l'exigence que nous avons dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le média ou que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que la crainte de Dieu, la recherche de la paix, la poursuite de l'excellence dans tout ce qu'on fait, ça finit par produire des fruits. Et ces fruits, c'est effectivement cette reconnaissance, cette distinction qui va désormais nous demander d'être encore plus exigeants, de continuer à être au service des autres, de continuer à exiger que être vivant égale être au service des autres, mais surtout tenir compte et respecter la vie. Voilà. Les médias que nous pilotons, que nous dirigeons, nous permettent effectivement d'accéder à un certain nombre d'informations, de diffuser ces informations auprès des gens, mais ça nous donne aussi une responsabilité d'encadrer. Voilà, désormais, on va s'occuper de tout ceci sous le leadership de notre président, de l'organisation au niveau de la RDC, et je le remercie avec beaucoup d'émotion parce qu'effectivement, on ne le mérite pas tant que ça. Nous ne faisons que le peu que nous avons comme compétences et comme qualité. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Mouchagaloussa, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David, ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé sur le plateau de Télé-Fréquence. Effectivement, vous vous portez bien. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Alors, le conseil spécial de Moïse Katumbi est en prison. Peut-être demain, la Cour pourrait se prononcer sur sa probable évacuation vers l'étranger. Et comment vous êtes en train d'entrevoir ce qui se passe sous ces dossiers? Bon, est-ce qu'il faut entrevoir ce qui se passe sur ces dossiers? Mais je pense plutôt qu'il faut parler comme les dossiers de Salomon Idi Kalondadé, là. Au-delà d'être conseiller spécial de Moïse Katumbi, il est politique. Nous, comme défenseurs des droits humains, aucun acteur de la société civile ne peut rester insensible par rapport à ce qu'il est en train de subir. D'autant plus que la Déclaration universelle des droits de l'homme parle que la vie humaine elle est sacrée, mais également elle est aussi inviolable. Notre Constitution également parle que la vie humaine elle est sacrée, elle doit être protégée et que chacun a droit à un traitement digne et à la dignité humaine. Et la même Constitution, lorsque vous allez un peu plus loin, vous regardez que le président de la République, il est le chef de l'État, mais il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et dans sa prestation de serment, il a parlé de faire respecter et de respecter la Constitution, mais également, surtout, il a parlé de respecter la dignité humaine. Raison pour laquelle nous pensons qu'il est de bonne loi, il est indiqué que le président de la République, comme père de la nation,
disait de puiser dans sa sagesse, mais également disait les manettes de commandes prérogatives qui sont les siennes, qui lui sont reconnues comme telles, de pouvoir autoriser M. Salomon Idika Londa d'être évacué à l'étranger pour subir des soins appropriés, parce que ça fait plus de 90 jours qu'il est hospitalisé. Et vous savez, quand on est hospitalisé, il y a un changement de la vie, du mode normal de la vie. Donc ça fait créer d'autres maladies, étant également sous choc parce que même la définition de la santé actuellement ne se limite pas seulement à l'état physique, mais à l'état complet d'une personne. Et donc, à la limite, on peut faire même des problèmes liés aux tortures psychologiques et tout ça. Et donc, nous pensons qu'il est indiqué que M. Salomon Idika Londa puisse bénéficier de cette possibilité de se faire soigner pour que finalement, en étant en bonne santé, il puisse faire face à la justice et que la vérité puisse jaillir. Parce que permettez Jean-David, si jamais quelque chose de mal lui arrive, donc on ne saura plus jamais la vérité. Donc il est indiqué, et même il est de l'intérêt de la justice, il est de l'intérêt de l'opinion, il est de l'intérêt de ceux qui l'accusent même qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse guérir par rapport à ce qu'il est en train de souffrir. Nous avons suivi, dans l'audience passée, il était absent, et les rapports donnés par les médecins, qui est également chevalier de l'ordre national de ce pays, donc une grande personnalité à la fois honorifique, à la fois respectable, à la fois scientifique et de notoriété connue, qui a fait un rapport à ce sujet-là pour dire qu'il n'est plus en mesure de pouvoir continuer parce qu'il faut évacuer, en indiquant même une institution hospitalière au regard des collaborations qu'il y a entre des médecins. Et d'ailleurs, tous les métiers du monde, il y a maintenant l'interconnexion. On peut savoir que telle institution hospitalière est spécialisée dans tel cas, telle institution spécialisée dans tel autre cas, dans telle maladie. Et donc, il a même indiqué l'endroit où il doit être soigné, où il doit subir une intervention chirurgicale. Et nous pensons qu'au regard de ces tableaux, compte tenu effectivement des institutions de la République, en commençant par le président de la République lui-même, et il y a un élément quand même important, nous sommes dans la période électorale. Si on ne tient pas attention, on risque d'oublier d'autres éléments majeurs qui constituent des priorités pour la vie humaine, puisque tout le monde est consacré, tout le monde est focalisé dans la campagne électorale. Il est donc de notre devoir comme acteurs de la société civile de pouvoir réveiller, de pouvoir faire l'alerte pour dire non, il y a quand même un tel compatriote qui est en difficulté, il y a telle situation sur laquelle tout en état dans la campagne électorale, il faut attirer beaucoup d'attention, sinon ça risque de heurter la conscience nationale si jamais quelque chose de mal lui arriverait, parce que les médecins n'est plus en mesure de continuer après avoir tenté de stabiliser les paramètres vitaux qui sont les siennes. Donc, voilà un peu. Mais la justice n'a pas peur peut-être d'une probable fuite de Salomon? Non, une probable fuite quand même. Quelqu'un comme Salomon, il va fuir. Pourquoi? Puisque s'il fuit, ça n'efface pas les griefs qui sont sur lui. Donc, il a tout intérêt, tant qu'il est vivant, de pouvoir se défendre étant en bonne santé, pour pouvoir justifier, pour pouvoir se la, puisque fuir avec des charges, vous savez les charges qui pèsent sur lui, donc ça ne sera pas à son avantage, ce sera à son inconvénient. Oui, mais il y a d'autres qui ont été condamnés, comme François Béat, qui est en France, qui n'est toujours pas revenu ici. Non, il n'est pas revenu parce que le cas de François Béat, c'est notre cas, mais on lui a permis quand même, voilà, d'ailleurs merci Jean-David pour soulever cela. François Béat également, il a bénéficié de ça. Et il n'y a pas que lui seul. Je me rappelle sur ces plateaux, et là, nous avions écrit même pour le cas de Bifor, de Bissel et lorsqu'il était aussi en prison, qui devait bénéficier des soins. Donc nous, sur les questions des droits humains, nous n'avons pas de couleur, qu'il soit de la majorité, du pouvoir, de l'opposition. Nous avons le devoir de pouvoir les défendre, d'autant plus que la vie est sacrée. Et également, en tant que chrétien, chacun, que ce soit les chrétiens catholiques, les croyants, que ce soit les musulmans, et d'ailleurs encore, c'est les musulmans, c'est plus fort. La vie, elle est inviolable en toute priorité, en premier lieu, contre tout, il faut cela. Mais également, le président de la République a toujours mis l'homme au centre de tout. Et il n'y a pas de gens, David, une nation sans personne, et si on n'a pas des individus. Donc, voilà un peu, donc on est en train de craindre que la situation ne soit plus grave, parce que
finalement, ça risque d'être à petit feu qu'il est en train de mourir, alors que nous avons l'occasion de pouvoir alerter l'opinion, de pouvoir faire appel à la conscience, à la sagesse du président de la République et toucher son cœur pour qu'on puisse également, je dois rappeler ici que son dossier est perçu dans l'opinion comme un dossier politique. Et donc, si on le mettait dans cet état, on refuse de lui accorder l'occasion de se faire soigner, ça va confirmer effectivement que c'est un dossier politique, ce qui constituera une tache noire et sur la justice et sur les dirigeants, d'autant plus que nous avons suivi un grand leader de l'Union sacrée parler de Salomon Idikalo en plein meeting. Donc, vous voyez, il est donc indiqué de bonne intégrité, de l'éthique, de bonnes manières, mais aussi de pansements dans l'opinion qu'on puisse lui permettre de se faire soigner pour que l'opinion ne confirme pas qu'il s'agit d'un combat politique qui ne devrait pas se baser sur vouloir mettre la vie de quelqu'un en danger alors qu'il a la possibilité de le faire. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le message est bien perçu. Merci beaucoup, voilà. Jean-David, je suis ravi. Voilà, merci. Dori Doumbia, tout de suite. Processus électoral à quelques jours de la fin, est-ce que le doute persiste encore? Nous allons analyser encore cette thématique avec M. Dori Doumbia. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eu sur ces plateaux. Mais j'ai le droit de réserve. Étant donné mes fonctions, normalement, je ne me suis pas habilité à passer dans les médias. Mais étant donné que nous sommes en campagne et que moi-même, je suis candidat député national dans la circonscription de la Funa au numéro 411, je suis donc obligé... 411 Funa. Numéro 411 Funa. Donc je suis bien obligé de faire ma promotion. Voilà un peu pourquoi on ne m'a plus vu dans les médias, étant donné que je suis le conseiller économique du Premier ministre. Donc, je suis astreint au droit des réserves parce que si je fais une déclaration, normalement, la déontologie voudrait que toute déclaration que j'aurais pu faire, on puisse l'imputer au chef du gouvernement. Ce que je n'ai pas voulu. Étant donné que notre Premier ministre, qui est un brillant Premier ministre, qui fait un travail admirable et reconnaissable et qui est aussi d'une loyauté sans commune mesure. Je pense que... Est-ce que vous croyez aux élections à la fin? Parce qu'il reste pratiquement 5 jours, mais 5 jours, le problème logistique persiste. Non, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances dans cette thématique. Il n'y a pas à croire ou ne pas croire aux élections. Les élections, ce n'est pas le fait du prince. Les élections sont inscrites dans notre Constitution. Donc notre Constitution oblige à ce qu'il y ait les élections le 20 décembre de cette année. Donc il y aura élections, sauf imprévu. Mais en principe, à ces jours, et d'ailleurs je suis toujours étonné de voir qu'on pose encore cette question, parce que les préparatifs vont bon train. Vous voyez la campagne, comment elle s'est faite, donc tout laisse à penser, tout laisse à croire qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Et il y en aura le 20 décembre. À l'impossible, nul n'est tenu. Si pour une raison ou une autre, il n'y a pas élection, ça sera qu'un décalage, mais il y aura élection. Parce que, je le répète encore, les élections dans notre pays, ce n'est pas le fait du prince. C'est la Constitution qui l'instaure. Alors vous êtes là, vous parlez des élections, vous êtes en même temps candidat. Pourquoi les gens doivent porter les choix sur vous, Dori Doumbia? Bon, d'abord, c'est vrai, même si je suis quelqu'un de médias, même si beaucoup de vos téléspectateurs, beaucoup de la population me connaissent, pas seulement même au Congo, hein, à
travers le monde. J'ai eu à faire les beaux temps dans les médias et vous le savez très bien. J'ai été longtemps porte-parole adjoint de l'UDPS, tout le monde le sait. Je voudrais quand même me présenter un tout petit peu. Je suis professeur Dori Doumbia. Je suis docteur PhD en finance, en économie politique et en économétrie. Donc une trilogie doctorale en somme. Je suis, comme je l'ai dit, conseiller en économie du Premier ministre. Je suis candidat député. Après avoir fait une brillante carrière professionnelle dans le domaine des finances en Europe, où j'ai travaillé notamment chez BNP Paribas, chez Fortis, et ensuite j'ai enseigné, je suis venu au Congo pour apporter à la sphère publique mon savoir-faire, mon savoir savant que j'ai eu par ailleurs dans le domaine privé. C'est ainsi que je me suis lancé dans cette sphère publique, politique, où actuellement je me présente comme candidat député national à la FUNA, c'est-à-dire la population, les communes de Selembao, de Makala, de Bumbu, de Kassavubu, de Kalamu, de Bandal et d'Ngiringiri pour la députation nationale. Pourquoi cette candidature? Pourquoi cette candidature en fait? Je me présente comme candidat député national. Pourquoi? Parce que notre pays va mal. Ce n'est pas parce que je suis au gouvernement, je travaille avec les gouvernements, que je dois nier même l'évidence. Le pays va mal. Et vous reconnaissez? Nous sommes, bien sûr, nous sommes en guerre. Le pays est en guerre. Tout le monde le sait. Nous avons un pays pauvre, c'est-à-dire la population de notre pays est pauvre et vit dans la misère, la majorité, la grande partie. On ne peut pas les nier. La misère est criante. L'insécurité est généralisée. Les antivaleurs, n'en parlons pas. Les phénomènes Koulouna, le peuple est dans la diminution totale. Quand vous regardez les problèmes de circulation, j'ai entendu encore ce midi à la radio où on doit mettre 2-3 heures pour aller chez soi ou pour aller au bureau, ce n'est pas une situation tenable. Et ça affecte notre économie. Et je regrette d'ailleurs que nos ministres de transport soient toujours transparents. On a toujours des ministres de transport qui sont transparents. On se demande même qu'est-ce qu'ils font. Nous avons un pays qui n'a même pas de permis de conduire. Le code de la route est des noms et personne ne les respecte. Vous voyez un peu les tableaux. C'est pour ça, moi je pense que notre pays, nous avons intérêt à envoyer au Parlement des personnes capables, des personnes d'abord intelligentes, des personnes qui ont de l'expérience pour pouvoir aider notre président, pour pouvoir aider notre gouvernement à mieux s'occuper de la population. Comme je vous l'ai dit, la population est très pauvre. Si nous ne choisissons pas les députés qu'il faut, nous ne pourrons pas nous attendre à des résultats. Nous avons un pays qui a des difficultés énormes, Et il faut des gens capables, il faut un Parlement responsable, un Parlement capable pour pouvoir aider la population dans sa vie de tous les jours, les aider. Parce que quand nous sommes en campagne électorale, nous l'entendons, les gens se plaignent encore de l'eau, de l'électricité, du social. On parle même des curages des rivières, on parle de l'insécurité. Que vous n'avez pas fait lorsque vous étiez au gouvernement. Je suis dans votre plateau pour parler de la campagne électorale. Je ne suis pas venu pour parler des bilans. Si vous voulez, on aura d'autres émissions pour cela. Ici, je veux tout simplement sensibiliser la population de ma circonscription, la population de la FUNA. Je vais leur ouvrir les yeux pour qu'ils choisissent les gens intègres, les gens intelligents, les gens qui ont de l'expérience, de l'expertise, qu'ils ne choisissent pas les gens qui vont aller faire de la figuration, comme ils l'ont fait dans la mandature passée. Vous avez vu, la fois passée, on a élu des vedettes de télévision, des journalistes,
Et je ne vais pas citer des noms, mais vous savez, le folklore, on n'en était pas loin. On n'en était pas loin. Pour un pays sérieux, pour un pays qui est en guerre, pour un pays où les chefs de l'État, quel qu'il soit, se bat pour trouver des solutions pour son peuple, et quand on a affaire à des députés qui vont au Parlement pour aller faire de l'amateurisme, de la comédie, moi je trouve que c'est regrettable. Pourquoi on va m'élire? On va m'élire parce que, d'ailleurs je demande à la population de la Funa de m'élire massivement, parce qu'ils me connaissent, ils me voient tous les jours ici, je suis sur le terrain. Dans toutes les communes que j'ai citées là, tout le monde a vu la campagne que j'ai menée, c'est parce que je veux vraiment apporter une réelle valeur ajoutée par rapport à la politique qui s'est faite aujourd'hui. Je veux vraiment participer à la correction de cette politique qui est entamée par le chef de l'État. Je voudrais surtout qu'à côté de la gratuité de l'enseignement, à côté de la gratuité de la maternité, qu'on puisse réformer, Moi, je voudrais d'ailleurs, je préconiserais d'ailleurs une politique d'austérité. Politique d'austérité pour tout le monde. C'est-à-dire pour toutes les institutions, à partir de la présidence de la République, de la primature, dans les ministères, qu'on puisse rationaliser les services de l'État. Qu'on puisse, par exemple, dans les réformes que je vais préconiser, qu'on puisse diminuer, par exemple, les salaires des députés, les salaires des ministres, les salaires des PCA, les salaires des DG, les salaires des mandataires. Avec cet argent, on peut le mettre dans le social du peuple congolais. Parce que cette mandature ne s'est pas vraiment occupée du social du peuple congolais. Et j'espère que le second mandat va être consacré au social, au bien-être du peuple congolais. Véritablement, nous verrons le peuple d'abord. On va d'abord orienter notre politique vers le peuple congolais. Parce que dans cette mandature, c'est plus, je dirais, plus les politiciens qui se sont retrouvés, c'est plus les politiciens qui ont eu à s'occuper d'eux. Mais moi, je voudrais quand même qu'on s'occupe de ces... Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un pays pauvre. Un pays pauvre veut dire quoi? Un pays pauvre veut dire que la population de ces pays doit se retrouver. Voilà, doit se retrouver parce que la population est pauvre, la population vit dans la misère. Donc il y a pas mal de réformes à faire. Des réformes. Par exemple, oui, pour terminer, je vais donner quelques exemples. Allez-y, terminez. Oui. Oui. Comment voulez-vous qu'on paye les salaires des fonctionnaires, des médecins, de tout le monde en dollars et que les gens payent leur loyer en francs congolais? La monnaie du marché ou la monnaie au marché et les francs congolais, c'est une aberration. Ça n'a pas de sens. Moi, je voudrais que les dollars baissent $1 pour 1000 francs congolais. Et cela est possible. Cela est possible pourquoi? Parce que la compétence est là. Il faudra que les nouveaux gouvernements retrouvent. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à dire. Oui, effectivement. Merci. Merci beaucoup. C'est numéro combien? 411. Voilà. Funa, candidat député national, professeur Dr Dori Dumbi Kongolo. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.